Pour ce deuxième segment, Monsieur Éric Nieudant, que certains connaissent sous le nom de Surcapitaine, vient nous parler, surtout avec Matt, moi je vais poser des questions de noob, vient nous parler d'OGL, d'OGL Gate, d'OGL Drama, de Wizard of the Coast et d'une catastrophe Parce que roléoludique qui est je crois savoir là, c'est quoi? C'était au moins il y a 2 ans, non? Il y a eu un scandale avec. Non, c'était il y a 2 mois. Quoi? C'était il y a un mois et demi? Non, Quoi? J'ai non, l'impression que c'était déjà il y a 2 ans. Il me Ouais, semble. ça a été le plus dur mois, le euh, plus long mois ouais, de tous les DDistes. depuis longtemps. Ouais. ouais. DDI et tous Ouais. les gens qui ont construit un jeu sur l'OGL depuis plus de 20 ans. Quoi, donc, je suis auteur de JDR depuis longtemps, depuis avant l'OGL. Euh, j'ai travaillé chez Oriflamme à l'époque, qui est un éditeur qui dira peut-être quelque chose aux plus anciens d'entre vous. Me suis mis plus ou moins à mon compte en passant, comme tout le monde, par le jeu vidéo, qui m'a amené en Irlande, où je suis encore 15 ans après. Mais je ne fais plus de jeux vidéo et depuis 2 ans, 3 ans maintenant, je fais partie des Merry Mushmen, qui est un groupe de français, comme le nom ne l'indique pas. On est juste deux éditeurs à faire un magazine old school où on dit jeu d'aventure aussi, histoire de pas se coincer dans une trop petite niche qui s'appelle NOC, qui en est à son troisième numéro. Je devrais en avoir un sous la main, mais c'est pas grave. C'est un gros magazine de plein de couleurs avec plein de choses qui peuvent intéresser tous les gens qui font de la donjonnerie, quelle que soit leur édition. Ça s'achète Euh, où? Ça s'achète dans n'importe quel magasin de jeux de rôle, ou ça se en ligne, ou c'est quoi le. ça se commande sur notre site ou C'est ça. sinon on passe par Kickstarter pour les nouveaux numéros. Ouais. Parce que. Et on fait aussi un peu lancer dans l'édition un peu plus générale, puisqu'on a fait un bestiaire folklorique avec des monstres qui ont des vraies histoires à raconter. Euh, et là, dans pas longtemps, on a juste envoyé chez l'imprimeur un jeu d'un autre Français qui s'appelle Kobayashi, comme son nom ne l'indique pas, euh, qui est la deuxième édition de Black Sword Hack, un jeu de dark fantasy basé sur The Black Hack, qui est une version super simplifiée de l'ancêtre, de la première édition de l'ancêtre, Mm. pour faire de l'aventure dans un monde qui se meurt parce que les forces de la loi et du chaos sont en train de tout détruire. Et, Salaud! La loi, le chaos. mais allez-vous choisir votre camp, allez-vous chercher une porte de sortie. La première édition qui a été un vrai succès et qui est un très chouette jeu de Koba. Pour les rôlistes chanceux, et je suis sincère quand je dis ça, un chanceux, qui ne sont pas au courant de ce qui est arrivé, on va. Vous, Non mais bravo, franchement les gars, je vous félicite, ça, vous avez évité d'avoir votre feed Twitter ou des réseaux sociaux explosés pendant un mois et demi, et vous êtes passé à côté de ce truc-là, et bravo à vous, mais on va vous rappeler ce qui s'est passé. En gros, début janvier, il me semble que c'est le 5 ou le 6 janvier, il y a eu un leak de la nouvelle mouture de l'OGL. Donc on va rappeler au début rapidement avec Eric ce qu'est l'OGL, mais en gros l'Open Game License, il y a une nouvelle mouture qui a leaké vers je crois le 6 janvier. Il y a une journaliste américaine qui a fait un article là-dessus et ce leak a fait parler beaucoup de lui dans le milieu release puisqu'en gros il remettait en cause entièrement énormément de choses que les gens croyaient acquis sur la gestion de leur licence et sur le fait d'avoir signé l'OGL et de mettre le mot OGL à la fin de leur livre. Donc qu'est-ce que ça fait l'OGL, de quoi ça existe, pourquoi ça a été créé maintenant quand même que la poussière est un peu retombée, on va un peu résumer tout ça. Donc Eric, est-ce que tu veux nous raconter un peu l'OGL, pourquoi, comment au début souviens-toi de la troisième édition de Donjons et Dragons. On était en 2000 quand Donjons et Dragons qui avait été créé, édité d'abord par une boîte qui s'appelait TSR, qui avait été montée par Greg Gax lui-même, euh, bien avant qu'il se fasse virer de sa propre boîte. Donjons et Dragons était probablement toujours le premier jeu le plus joué, mais sans doute en perte de vitesse, et surtout la boîte était en faillite pour plein de raisons.
Il y a plein d'excellents bouquins que vous pouvez lire sur les raisons historiques de la faillite de TSR à l'époque. Mais une des politiques de la maison avait toujours été de faire pas de déclinaison de notre jeu, pas de licence. Si vous faites quelque chose qui ressemble à notre jeu avec ces caractéristiques, on vous attaque en justice. TSR, c'est Tactical Studies Rules, mais on se moquait d'eux en disant They sue regularly. Ils attaquent régulièrement en justice. C'était leur surnom. Et le TFR a été sauvé de la faillite par une petite boîte qui faisait un petit jeu de cartes qui s'appelait Wizard of the Coast, qui, avec leur petit jeu de cartes Magic the Gathering, avait finalement gagné pas mal d'argent en un an ou deux, et avait d'ailleurs été acheté par Hasbro juste à peu près à ce moment-là. Ces gens-là qui étaient des fans de D&D ont fait, on va racheter la boîte, on va sauver le jeu, on verra ce qu'on en fait. Mais le problème, c'était que il y avait plus d'argent dans les coffres, le jeu était en perte de vitesse, et le modèle financier du jeu de rôle, surtout dans les années 90, parce qu'on parle de 98-99, je pense. Le problème du jeu de rôle, c'est que on vend des bouquins de base, on les vend toujours, mais après, quand on commence à décliner des aventures, à cette époque-là, TSR avait sorti des settings qui étaient tous très souvent très très bons, mais que tu peux pas tout acheter, quoi. Tu peux pas avoir tout Ravenloft, tout Dark Sun, tout Planescape. Tout Eberron, parce qu'il y avait Eberron aussi. Mais... Eberron est arrivé après avec la 3e édition. Oui, après, mais c'est à la fin. Ouais. Ça a été le truc de base pour la 4e, mais c'est arrivé sur la fin de la 3e. Ouais. Là, on parle encore de 2e édition, de AD&D2. Donc, une partie de leur idée a été de dire, on va proposer aux gens de faire le contraire de ce que faisait TSR, on va leur proposer de faire du scénario, de faire du setting, parce que nous, ce qui va nous rapporter de l'argent, de toute façon, c'est les bouquins de base, et puis les bouquins de règles. Mais le problème, c'est comment tu fais comprendre à une communauté de joueurs et à tous les éditeurs tiers que ce coup-ci, tu vas pas aller les chercher en justice dès qu'ils sortent quelque chose qui a un dragon sur la couverture. C'est là que le GL est arrivé. Donc, il y avait Ryan Dancy, qu'on a vu pas mal sur YouTube pendant le mois de janvier, qui est arrivé en tant que vice-président de Donjons et Dragons, je crois que c'était son titre, qui suivait pas mal et qui travaillait dans le software. Donc, à cette époque-là, l'open source était un truc avec le vent en poupe, et qui a donc eu l'idée de venir avec l'open game. On va faire un jeu qui sera comme le code source d'une application open source et publique. Tu peux aller le chercher, tu peux le reprendre et faire ce que tu veux avec. On va faire un jeu dont les règles de base seront ouvertes, que tout le monde pourra utiliser. Et on va faire une licence qui permettra aux gens de se servir, de reprendre les règles du dragon et de faire des choses qui ressemblent à Donjons et Dragons, autant qu'ils veulent, mais qui peuvent être différentes avec le même système. Enfin, on a vu des univers de science-fiction et tout un tas de jeux qui ont été repris avec ce qu'on appelait à l'époque le D20 système, en utilisant ces règles-là. Donc en fait, l'idée c'était de sortir de la zone légale dangereuse, indiquer la compatibilité avec quelque chose, avec un produit, c'est toujours normalement légal, mais avec des gens qui sont un peu agressifs, c'est toujours dangereux. Donc avec ça, ils ont voulu garantir à toute une industrie qu'on pouvait se servir de leurs règles. Et ça a déclenché le gros boom du D20 que les plus anciens d'entre nous Donc ils ont voulu rassurer tous les créateurs qu'ils pouvaient se servir de cette base un peu libre de droit pour créer des jeux, et il se trouve que c'est ce qui a fait redécoller Donjons et Dragons, et ce qui, 20 ans après, est un jeu qui rapporte, je crois qu'on était à plus de 300 000 ions de dollars de chiffre d'affaires il y a un an ou deux, enfin, donc c'est plus du tout un petit truc de niche, quoi, en tout cas en Amérique du Nord. Et c'est assez amusant que tu parles des jeux vidéo qui ont inspiré
l'open source, donc l'OGL, c'est aussi les jeux vidéo qui ont inspiré l'évolution de Donjons et Dragons, qui les emmènent vers un Ouais. VTT, et donc vers le fait que comme ils vont vers un VTT, comme ils ont envie de faire des microtransactions, si vous voulez en savoir plus, on avait fait une vidéo sur le sujet il y a déjà quelques semaines, et il y a quelques Mm. mois même. Et comme ils veulent en fait faire payer tous les joueurs autour de la table, parce que c'est bien, le MJ il paye les joueurs, mais les quatre autres, les joueurs là, ils foutent rien, ils payent pas d'argent, c'est pas bien. Est-ce qu'on peut les faire raquer? Quoi de mieux de faire des microtransactions? Comment on peut faire des microtransactions allant sur du VTT? C'est très bien le VTT parce que les gens vont vouloir acheter leur bikini code de maille, etc. Sauf que pour ça, il faut avoir une licence clean et hyper sécurisée, et c'est là où ils se disent qu'il faut changer les choses. Et donc on arrive en Voilà. janvier 2022. J'ai Et une petite question de Candide avant, parce que je me suis longtemps trompé et posé la question, mais l'OGL c'est quoi? C'est un système de jeu? C'est lié au système de jeu ou pas du tout? l'OGL, c'est la licence. Donc, c'est les deux pages de texte légal ou la page de texte légal qui garantit que tu peux te servir. Ouais, Et donc, le système gratuit partagé, c'est le SRD, que tu voilà. vois souvent, le System Reference Document. C'est Euh, bien deux choses différentes. ouais. Et donc, parce que moi, ça a été une de mes questions, c'est mais pourquoi les gens, même parce que s'ils voulaient faire du Donjons et Dragons, ils avaient le SRD, pourquoi est-ce qu'ils sont allés se mettre dans des embrouilles, aller chercher une licence d'une grosse boîte en fait? Moi, c'était quand même, si on réfléchit un petit peu, ils ont fait n'importe quoi, mais c'était quand même les chroniques d'un désastre annoncé, ce truc. On va aller utiliser un document de licence d'une grosse boîte capitaliste. L'un ne va pas sans l'autre. L'OGL crée le SRD. Et Oui, ce n'est qu'en utilisant l'OGL que tu peux te servir du SRD. on est d'accord, mais il y a des jeux qui n'avaient pas du tout le même système, qui n'utilisaient pas le SRD, qui utilisaient le GL. Je pense à un Cthulhu dont le nom vient de m'échapper. Il y a plein de petits jeux comme ça qui utilisaient le GL et tu dis, mais pourquoi? Quelle est cette idée? Quelle est cette drôle d'idée même finalement? L'idée, c'est d'avoir ton corpus de règles qui se retrouve dans ce corpus libre, ouvert à tout le monde, et donc plus Hmm, facilement accessible, et donc probablement utilisé par des éditeurs ouais. tiers qui vont faire du matériel qui va supporter ton produit à toi, tu vois. Je pense qu'il y avait beaucoup de Oui, gens qui bah voulaient oui. pas se faire chier avec le truc légal et ils se sont dit si c'est comme les jeux vidéo, c'est open. Non, mais je suis d'accord qu'ils ont été naïfs, mais Oui. sur le principe, c'était de se dire bon, il y a ce truc-là légal qui existe, on s'emmerde pas avec, pif pif pif, c'est bien, on peut faire ce qu'on veut, même s'il n'y a pas le SRD dedans. Et on a une structure légale, elle est faite, c'est magnifique, et on fait partie de cette magnifique communauté qui fleurit depuis 20 Voilà. ans, et on met notre pierre à l'édifice. Et sauf que dans ce donc OGL, il y avait des petites lignes. Donc qu'est-ce qu'il y avait de vice de forme dans cet OGL qui a permis de faire flipper tout le monde en janvier 2023? Il semblerait que les avocats de Wizards et Hasbro aient trouvé la petite faille, la petite loupe, comme on dit, La qui, virgule! voilà, qui permet de sortir de la licence, parce que la licence, elle était prévue comme absolument irrévocable, perpétuelle, et donc elle a été et dans la loi apparemment. Alors je suis pas un avocat, hein, surtout montez pas une boîte en écoutant moi, mais dans la loi en tout cas américaine, l'intention d'un texte légal est aussi important que le texte en lui-même. Mais je crois, Et je crois qu'il n'avait pas ouais. marqué irrévocable justement. Alors justement voilà, elle était perpétuelle, mais pas irrévocable, et elle disait que Il manquait le mot tu irrévocable dans la licence. il manque, voilà. Perpétuel en langage légal américain veut dire jusqu'à la révocation. Donc c'est pour ça qu'il faut irrévocable. Et surtout, le texte dit que tu peux te servir de n'importe quelle version encore autorisée de l'OGL. Et donc c'est à partir de là qu'on a entendu parler d'un mot qui n'existe pas dans le système légal américain, c'est la déautorisation de l'OGL 1.0a, qui était celle en valeur depuis la sortie de D&D 5. Euh, Mais et donc, ce qui semblerait que ce soit passé, c'est que ce qu'on a appris plutôt récemment avec les interviews du producteur, de l'exécutif producteur de Donjons et Dragons, un type qui est sorti de nulle part, mais dont on parlera peut-être un peu après, il semblerait que le problème de la licence était un problème chez Hasbro depuis des années. Euh, et qui commence à se dire
Alors, on va commencer à sortir des VTT. Si on veut sortir un VTT, comment on fait pour avoir le moins de concurrence possible? Si on veut faire des NFT, comment on se débrouille pour que quelqu'un ne fasse pas la même chose que nous mieux, avec moins d'argent, en dépensant moins d'argent, en gagnant plus? Ils ont commencé à se demander comment est-ce qu'on peut sortir du truc dans lequel on s'était mis, où les gars d'il y a 20 ans nous ont mis. C'est Euh, Babos d'il y a 20 ans, nos amis, quoi. ouais. Et c'est quoi ces Kickstarter à 2 millions qui passent et on n'a même pas le droit de prendre de l'argent dessus? Enfin, c'est. Voilà. Ouais. D'où C'est un nouveau concept, hein. la version fuitée de l'OGL qui dit à partir de 750 000 dollars de revenus, vous êtes obligé de nous donner. Donc, Combien c'était? 25%, 20%? 25%, je crois. Mais- Mais en gros, qu'est-ce qui a fait flipper au moment de. Donc, c'est ça, si ça attaquait les Kickstarter, que les Kickstarter qui dépassent 750 000 de revenus, ça aurait pas fait trop bouger la communauté. Mais apparemment, Moi, il y avait c'est- tout c'est un fou, truc quoi. sur le fait que tu pouvais rétroactivement récupérer les bénéfices créés par tous les créateurs de contenu, de ce qu'on appelle les third party content, les créateurs de contenu qui ne sont pas Wizard of the Coast, quoi. Et Voilà. Et puis, au-delà de 50 000 dollars de revenus, tu devais aussi envoyer un petit décompte de tes recettes à Wizard of the Coast. tu Euh, devais envoyer tes comptables pour envoyer. Ouais, mais c'était complètement fumé. Mais le truc, c'est que ça a fuité, donc ça veut dire qu'il y a des gens chez Wizard qui clairement aiment encore un peu Donjons et Dragons et ont fait fuiter ça parce qu'ils trouvaient que ça allait à l'encontre de la logique. Mais du point de vue des actionnaires et des mecs à la tête de Wizard, c'est vraiment putain, il faut qu'on verrouille pour avoir un VTT et qu'on puisse arrêter l'hémorragie et qu'on puisse enfin faire raquer tout le monde autour de la table. Mais et après, il y a une autre raison, mais j'en parlerai après, d'après moi, hein, de mon analyse. Mais comment dire, c'est même pas sûr en fait que ce serait passé, parce que je crois que dans la loi américaine, c'est très dur de pouvoir déposer un système de règles en fait. ça aurait été c'est du bullying en fait. C'est une boîte qui fait plusieurs milliards de dollars par an qui dit arrêtez-vous, on vous attaque. Euh, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que des gens comme Paizo, qui sont sans doute ceux avec le plus la boîte avec le plus de revenus, qui, grâce à l'EGL, après avoir été quelque peu niqué par Wizard of the Coast, qui leur avait retiré le droit de faire leur magazine, avait décidé de faire une version 3.75 au moment où Wizard était passé à la 4e édition, qu'on connaît tous sous le nom de Pathfinder. Et qui ont donc fait énormément d'argent avec et qui continuent à en faire et c'est tant mieux. Eux ont dit, nous on ira jusqu'au bout et on verra qui a raison. Et d'après ce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup d'avocats qui disent, ouais, je pense que ça aurait été une longue bataille, mais il l'aurait sans doute perdu parce qu'en effet, on peut pas Perdu, déposer un Wizard système de aurait règles. perdu, si tu veux dire. Oui, oui. Wizard l'aurait perdu. Ouais, ouais. Je me suis mal exprimé, pardon. On peut pas déposer un système de règles. On peut indiquer la compatibilité avec un produit même concurrent et tout ce qu'il y a de plus légal. Il y a tout plein de raisons pour lesquelles ça n'aurait pas pu passer, mais ça aurait coûté beaucoup, beaucoup d'argent et un certain nombre d'années pendant lesquelles personne n'aurait risqué de faire quoi que ce soit. Donc, Mais donc ça a été un dick move de la part de Wizard of the Coast, mais aussi un dub move, parce qu'ils se sont mis à dos toute la communauté de fous, juste avant la sortie de leur film, juste avant, enfin ça a été une erreur stratégique monstrueuse pour eux en fait. Mais la gestion est catastrophique et moi c'est une des premières choses que j'ai dit à Matt, c'est que je ne comprends pas sur une boîte aussi grosse avec des gens qui font de la communication, comment ils se sont dit que ça allait passer crème en fait, je ne comprends pas. C'est ma théorie, ça n'engage que moi, hein, sur pourquoi Wizard fait des choix aussi débiles. Alors, les joueurs de Magic, semble-t-il, auraient pu le prévenir déjà il y a un an, puisque ça fait il y a plusieurs années que Wizard of the Coast a pris Magic et puis ils pressent, et ils appuient comme des bourrins, ils essaient de faire cracher. Donc on reparlera de l'anecdote de l'édition 30 ans anniversaire de Magic où on te propose un booster avec 6 cartes scellées, avec des rééditions des anciennes cartes de Magic, Black Lotus et compagnie, mais dans des versions qui sont injouables en tournoi, ou donc c'est juste des jolis proxys, et le booster donc scellé avec peut-être une carte que tu pourras mettre en collection chez toi, c'était 1000 balles. 999 $. J'ai bien dit 999 $, je n'ai pas dit, j'ai bien 1000 €.
Donc les mecs, 1 000 euros. et il me semble, de ce que j'ai vu, c'est que Wizard a fait d'énormes profits et pourtant arrêtait pas d'avoir des actions qui baissent. Et que, en gros, ces actionnaires ont commencé à dire il faut ramener. Et donc, en gros, ils ont préféré jouer le court terme, c'est-à-dire pressuriser leurs IP le plus possible, sans pérenniser sur le long terme. Ils ont commencé avec Magic, et ensuite, ils ont fait ça avec DD. Et le plus rigolo, c'est que je suis tombé sur un article donc, de Bank of America, qui sont pas quand même des grands philanthropes, hein, c'est Bank of America, voilà, qui, en gros, en octobre ou novembre 2022, avait sorti un article, enfin une analyse, avait fait une sorte d'audit de Wizard of the Coast pour expliquer pourquoi les actions chutaient et pour dire aux gens faut-il réinvestir ou pas dans Wizard of the Coast. Donc c'était pas pour Wizard, hein, c'était des investisseurs, des actionnaires de Wizard voulaient savoir. Donc Bank of America a fait son petit audit et l'audit c'était la direction de Wizard tue la poule aux œufs d'or. Donc on parle bien de Bank of America, on parle pas de grands philanthropes, mais les mecs disent ils gèrent très mal leur IP, ils visent sur le court terme. Oui, ils font du bénéfice maintenant, mais dans 5 ans, 6 ans, ils n'auront plus rien. Ils auront tout rincé, ils sont en train de se mettre leurs joueurs à dos. Ils parlaient des joueurs de Magic. Et donc, les mecs sortent ça en octobre-novembre 2022, et derrière, ils font parce que nous, on n'a pas du tout entendu ce qu'avait dit Bank of America, donc vas-y sur Donjons et Dragons. Donc, je pense que c'est une logique, en fait, de vendeur de savonnette qui a décidé tu vois, qui avait son IP Donjons et Dragons qui faisait moins de 5 millions par an pendant des années, on s'en bat les couilles, c'est là, et puis tout d'un coup, oh bah tiens, ça a fait plusieurs centaines de millions, bah pressurisez-moi ça. C'est ça, en fait. Chez Hasbro, ils avaient une politique, je sais pas s'ils l'ont encore, mais ils avaient 2 niveaux d'IP. Ils avaient le niveau d'IP qui fait des thunes, et alors là, on commence à aller voir Hollywood, Transformers, Monopoly, on va faire, on va miser un maximum, et après on a les marques qui se font moins de 50 millions de dollars. Ah, c'est 50 millions. Et D&D, ça a été ça pendant des années, jusqu'à la 5e édition, l'explosion du Actual Play, le Covid. Le Covid évidemment. Et donc il y a quelqu'un qui a dû voir un article sur Critical Role et faire mais attends, il joue à notre jeu, combien on gagne là-dessus? Ah, c'est ça, mais je suis sûr qu'un jour c'est un des actionnaires de Wizard qui s'est réveillé qui a fait hein, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je savais pas que c'était là. Tu sais, il a regardé sous son oreiller, il a trouvé ce truc-là. Mais ça fait de l'argent, ça? Mais putain, mais pressurez-moi. Comment ça marche? Quoi? Il y a qu'un mec qui paye sur 5? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Appuyez sur le bouton milking. On peut pas demander de la thune à cause de loger quoi? Ah non, mais vous allez me virer ça, trouvez-moi un moyen. C'est clair. Et voilà. C'était une des boîtes les plus aimées, je pense, dans le jeu de rôle, parce qu'effectivement, cette vision libre, etc., alors que c'était une grosse boîte, machin, dans 3 semaines, c'est devenu le diable, quoi, donc c'est... Si tu as su, t'es complet. Hein. Je pense que les vieux de la vieille de Wizard, enfin du jeu de rôle, savaient déjà que Wizard, c'était pas des bisounours, hein, parce que... voilà. Bah oui. Mais, en fait, le truc, c'est que Wizard a fait un move, effectivement, catastrophique. Et à la fin, ils ont essayé de se rattraper aux branches parce que justement, pour se diriger lentement vers une conclusion, l'avenir, qu'est-ce qu'il en est? Il me semble qu'à la fin, ils ont rétro-pédalé à la vitesse, même pas à la vitesse de l'éclair, ils ont mis au moins 2 semaines avant de rétro-pédaler. Ils ont mis du temps, mais ils ont fini par tout rétro-pédaler, mais vraiment, en gros, en disant, ok, on abandonne Donjons et Dragons 5, si j'ai compris, hein, on laisse tout, Donjons et Dragons 5, démerdez-vous avec nous, par contre, on va sécuriser à mort One D&D, la nouvelle édition, où là, par contre... ça va être hyper serré parce que de toute façon, la démographie de nos joueurs, on avait regardé ils avaient fait des magnifiques surveys, des magnifiques trucs où tu pouvais donner ton... Et moi, j'ai même répondu à ce truc-là. Mais donc, ils se sont rendus compte que leur tranche d'âge de joueurs, c'était du 34 ans et moins. Et donc, en gros, ils avaient une majorité de joueurs qui étaient des joueurs plutôt liés à microtransactions et compagnie, et une nouvelle manière de consommer les médias. Et qu'en gros, les vieux grognards qui achètent un bouquin et qui jouent avec pendant 30 ans, ça les intéressait plus. Rien à foutre qu'ils aillent crever. Et donc, ils se sont dit, ok, on vous laisse Donjons et Dragons 5, et maintenant, on se concentre sur One D&D. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tout d'un coup... parce que ce qui est certain, c'est qu'on a vu une communauté hyper soudée, tous ces créateurs de contenu de tous les âges, hein, que ça soit du 60, 50, et puis des plus jeunes, tout le monde était à fond, et il y a eu un sentiment de cohésion très fort. Je suis pas un membre de la communauté DD, mais je l'ai vu et j'ai trouvé ça assez impressionnant de voir tous ces gens qui étaient ensemble et se serrer les coudes. Est-ce que ça va créer un nouveau Pathfinder, l'équivalent d'un nouveau Pathfinder? Est-ce que ça va propulser Paizo dans les étoiles? Est-ce que One D&D et Doom il va se croûter complètement ou pas? Donc j'aimerais avoir ton avis sur cet après justement.
Ce qui est intéressant, c'est que One D&D, de tout ce qu'ils disent maintenant, c'est que ça va rester compatible avec la cinquième édition. Et donc, ils mettront à jour le GL et donc le corpus SRD, le System Reference Document, qui est maintenant sous Creative Commons, qui est donc une licence gratuite qui n'existait pas à l'époque où le GL a été créé, mais qui, celle-là, elle est irrévocable complètement, là, maintenant que le jeu est là. Ils ont même fait, enfin, ils ont balancé le truc tellement vite qu'ils se sont rendus compte un peu tard. Ils avaient laissé des mots, des noms de monstres qu'ils avaient toujours gardés, comme l'Illithid, le fameux Mind Flayer. On peut utiliser les Illithid maintenant, c'est vrai, c'est libre de droit, les Illithid. Le nom, alors les caracs, la description, pas vraiment, mais il y a des endroits, alors je sais plus où, si c'est pas des descriptions de sort ou des choses comme ça, le mot est dans Creative Commons. Donc, tant que tu prends tes distances, tu peux utiliser le mot, quoi. Donc ils vont mettre ça à jour, mais ce qu'ils veulent, en théorie, c'est que c'est de ne plus faire d'édition, parce qu'ils ont un système qui fonctionne, et de toute façon, quand tu crées une nouvelle édition, alors évidemment, tu vas avoir des gens qui vont se sentir obligés de passer d'un à l'autre, mais il y a aussi plein de gens qui vont dire non, 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 c'est bon, parce que c'est quand même pas un jeu qui est économique, hein, Non, mais là, même d'autant si plus, comme ils ont foiré leur com et tout, les gens auront d'autant plus d'affectivité à rester avec la cinquième édition, quoi. La cinquième, c'est sûr. voilà. Donc ils disent que apparemment c'est ce qu'ils annoncent, tout va rester compatible et donc tu seras pas obligé d'acheter de bouquins. L'idée étant de garder leur clientèle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dégoûtés, qui veulent passer à autre chose. Et moi, le gros truc où je pense que ça va être plus compliqué pour OneD, c'est qu'ils se sont mis à dos tous les créateurs de contenu. Et en fait, les VTT, ça marche parce que les gens les montrent et les gens les utilisent. Et si tous les gros créateurs de contenu se disent, bah en fait, fuck mec, hein, t'as chié tellement dans la colle que je vais utiliser le truc de drive-thru, que je vais utiliser Roll20, Foundry, etc., qui sont des trucs qu'on le vend en poupe. Ça peut être, pour moi, je pense que ça peut être une vraie épine dans le pied de OneDD, un vrai frein Ouais. à l'utilisation de OneDD, quoi. Et donc, Ce qui poussera peut-être, parce qu'ils ont promis que tout sera disponible, toutes les règles seront disponibles pour tous les VTT de la Terre. Ça, je comprends. Ils avaient fermé pas mal de trucs hein, dans les deux versions de la licence qu'on a vues. Il n'y avait pas droit de faire des animations, enfin des trucs qui tuent qui tuent tout de suite ton VTT. Oui. Donc ils ont promis que tout le monde pourrait faire la même chose que eux, mais dans 2 ans, quand les pontes de Wizard seront partis pour des raisons X ou Y, parce que peut-être par exemple parce qu'ils n'auront pas doublé le profit de D&D sous un an comme ils sont promis. Promis. ouais, non, ils ont promis, les Wizards of the Coast, ouais, voilà, les Wizards of the Coast a promis aux actionnaires de Hasbro qu'ils allaient doubler leur profit. Mais les mecs, tu peux pas étendre ton business ad vitam, c'est pas possible, t'as une limite de crête, quoi. Surtout quand tu vends des bouquins comme Donjons et Dragons, tu peux pas indéfiniment augmenter ta taille de clientèle, quoi. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir l'équivalent d'un Pathfinder, d'un nouveau Pathfinder, ou c'est Paizo qui va tout récupérer et qui va exploser Bah, il y a Pathfinder, il y a Cobalt Press qui a été dès le départ un des gros supports de la cinquième édition, en faisant plein de bouquins supplémentaires avec une bonne entente avec Wizards, qui a levé le drapeau noir et qui est donc un jeu qui s'appelle Project Black Flag, qui est en train de sortir un petit morceau en playtest. De ce que j'ai vu, c'est très très proche. C'est la cinquième édition, un peu revue avec des trucs plus logiques et plus faciles. Mais Il y a eu un groupement avec Paizo au centre qui a fait Orc, je crois, un autre document de licence qui lui était libre, irrévocable, immuable, de la mort qui tue. on l'a pas vu encore, mais il y a Non. il y a plein d'éditeurs qui se sont Mis mis sous dessus. leur. Donc ça, Ouais. moi, je trouve que c'est très cool. Parce qu'effectivement, le fait que ce soit multi-éditorial, ça va, bah, il pourra pas y avoir le même move, en fait. Tu Mm. pourras pas avoir un mec qui dit, bah, je ferme. Ça va pas marcher. Surtout qu'ils ont promis que leur licence serait chapeautée par leur avocat, qui est une boîte indépendante. Ce sont les avocats qui avaient drafté la première Angèle en 2000. Mm. Euh, donc en disant, voilà, on est là pour pousser le truc, on paye, mais à partir de là, on n'y Mm. touchera plus. Qui revient à peu près à la même chose que mettre sous Creative Commons, tout, pour être honnête. En fait, bah Mais oui, complètement. Mm.
Mais Creative Commons, il faut être un peu prudent parce que l'OGL avait quelque chose de très très pratique. Il te permettait de désigner ton Open Game Content, donc par exemple tes règles. Mais si dans tes règles on parle d'un PNJ, tu peux dire dans un coin, tu as Mm. ton Product Identity, Mm. il comprend tous les noms de PNJ et aussi le chapitre de lore qu'on a mis entre la page 50 et la page 52. Mm. Tu peux pas faire ça vraiment dans Creative Commons. Dans Donc, Creative Commons, euh, ouais. et Euh, ce sera plus évident pour les éditeurs qui ont bossé sur le GL depuis 20 ans de passer sur l'orc, c'est sûr. Mais justement, moi, c'est ma Exactement. dernière question de Cassandre. Est-ce que tu penses que OneDND il va marcher ou ça, ou le mémoire, les gens n'ont pas de mémoire et en gros tout le monde va se jeter dessus ou Mm. parce qu'ils vont proposer une expérience de jeu de rôle qui est très différente de celle qu'on pratique, c'est-à-dire un truc où on est du full Moi, VTT avec, enfin c'est quelque chose qui est avec de la microtransaction. Je porte pas de jugement de valeur, je dis juste que c'est une expérience qui est très différente de celle du jeu de rôle qu'on connaît, même quand on joue sans MJ, même quand tu vois, même quand tu fais dans des jeux de rôle mm. plus underground ou plus avant-gardistes, on est très loin de la logique jeu vidéo avec des microtransactions vers quoi ils sont en train d'aller quoi. Je, je pense que ça va marcher. Et pour aller plus loin, je pense que l'impact de ce qui s'est passé, ça nous a impacté nous parce qu'on se tient au courant et que c'est un truc où ça nous touche. Je pense que pour le joueur lambda, ils se sont battés un peu les pieds en fait, tu vois. Ouais, il y a une génération entière qui grandit en jouant à Fortnite. Et donc, ce sera la même chose, mais ça, à mon avis, ça ne marchera pas que si l'expérience est pourrie. Autrement, Ah ça va oui. marcher. Est-ce que ça va englober tout? Est-ce que ça va être aussi énorme que la cinquième édition l'a été? Et je parle bien en passé parce que ça, je pense que c'est terminé. Euh, ça va vraiment dépendre de comment les Mm. 300 ingénieurs informatiques qu'ils ont engagés ces derniers mois vont bosser et aussi de la direction qu'on leur donne. Mais ils ont quand même engagé des gens à la tête de Wizard. Il y a des gens qui connaissent vraiment leur métier. Donc, ils savent, au point de vue marketing, ils savent ce qu'ils font, mais Ça, ce qui ça, est va- sûr, ça, c'est que ce sera pas la même expérience de jeu de toute façon. Je pense que moi, ça m'arrive de jouer à Fortnite. Et pourtant, c'est franchement pas mon genre de jeu vidéo préféré, hein, loin de là. Ça va devenir probablement, comme tu disais, Matt, dans une vidéo précédente, une sorte de jeu. On parle de TTRPG en anglais, hein, Tabletop Role Playing Game. Ça va devenir un VTTRPG, un jeu qui Mm. sera difficile à jouer. Et ça l'est finalement, parce que D&D Beyond, qui est leur c'est pas un VTT, mais c'est leur corpus de règles, gestion de feuilles de personnages, lancer de dés depuis Mm. longtemps, avec lequel j'ai joué beaucoup pendant les confinements. Et avec cette histoire-là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai exporté mes feuilles de personnages en PDF. Alors, quand tu as un personnage niveau 18, un Mm. accordéon, tu peux croire. Et ça devient très très compliqué parce que tu cliques plus juste sur un bouton pour lancer les dégâts, tu es obligé de les chercher, mais c'est quoi les sorts, Mm. etc. La cinquième édition à haut niveau, en tout cas, elle est bien quand elle est assistée par informatique. je pense que le jeu, que leur VTT va être magnifique, va être très beau. Je pense que ça va être, il va avoir des graphismes, des lumières. Je pense que tout le truc microtransaction, que tu vas pouvoir customer ton bonhomme, enfin ça va être un wet dream Bah, de figuriniste en 3D. Ça, d'accord. Mais ça va j'ai, marcher. la- je sais pas parce que c'est pas vraiment du jeu vidéo. Il y a, Il y a plein il y a de, besoin que de il y ça. a pas vraiment, c'est pas vraiment du jeu vidéo. Par contre, j'ai vu qu'ils essayaient de développer, et là j'ai rigolé parce que ils essayaient de développer le MJ automate. C'est-à-dire en gros d'avoir un bot qui fait le MJ pour que tu puisses jouer avec en gros un MJ qui fait donc en gros si tu auras l'équivalent d'un tactical RPG que tu peux avoir dans un jeu vidéo, mais avec un bot programmé par eux avec des figurines. Non. Donc en gros tu vas jouer à une sorte de tactical RPG qui a l'air d'être une tabletop réelle. Enfin, alors bon, je sais Ouais. pas, Alors ça c'est pas avéré, hein. Ça a été une fuite qui a été vérifiée par deux ou trois youtubeurs, mais D'accord, personne n'a vraiment pu prouver que ok. c'était réel. Ouais. Le MJ, intelligence artificielle, mais ils y réfléchissent, c'est sûr. Allez, Puisque allez.
puisqu'un des gros problèmes des joueurs de D&D, C'est c'est trouver de des pas, MJ. enfin, déjà, voilà, Je vais troller un coup, mais en même temps, quand tu fais des aventures du commerce DD, bah, ça suffit, quoi. oui, non, mais c'est pas loin. C'est vrai que Bah non, bah c'est... Tu tu rentres dans la prends, taverne, tu tournes à gauche, bah oui, oui. tu prends une campagne récente, c'est une suite de rencontres, et ton MJ il est là pour lancer les dés et pour interpréter les PNJ. Mais après, il y a pas de gestion de quoi que ce soit, puisque de toute façon, tout est préécrit, hein. La campagne Dragonlance que j'ai remis dans remis dans mes étagères parce que ça me déprime trop de lire ça en ce moment. Il y a quand même des trucs, et une fois la bataille gagnée, on passe au chapitre suivant. Donc tu y vas pour jouer la grande guerre des dragons et tu sais déjà, enfin, il y a pas d'option de perdre la bataille, quoi. Et non. La bataille que en plus, évidemment, t'es des héros, donc t'es à 5 contre 1, mais voilà. Ah ben, Ça m'attriste un peu, mais si tu veux faire du jeu de rôle facile, oui. en Oui, effet, t'as oui, pas non. forcément. Ok, bah écoute, Euh, et ça, J'y suis, hein. l'avenir nous le dira, mais je pense qu'il va y avoir quand même une communauté de joueurs attachés à la cinquième édition, et que surtout je parle pour les Oui. Nord-Américains, parce que les Français c'est pas du tout les francophones, dirais même plus largement les francophones, c'est pas du tout la question, parce que Donjons et Dragons est pas le jeu le plus, enfin, c'est un jeu beaucoup joué, mais non. je suis pas sûr que ça soit tout. Je pense que beaucoup de joueurs francophones ont joué à beaucoup d'autres jeux que Donjons et Dragons, alors qu'en Amérique du Nord c'est extrêmement prégnant. Et je pense que les joueurs d'Amérique du Nord qui font de la dungeonnerie, il y a toute une génération cinquième, et ils vont rester cinquième, et tous les créateurs de contenu qui ont explosé, que ce soit moi, ceux que j'aimais, les Dungeon Dudes, ou plein d'autres qui font des contenus YouTube, je pense qu'ils vont continuer à parler de cinquième édition. Et en gros, se couper complètement de 1D&D, comme l'a Bah, été c'est bien. le Old School Renaissance en son temps, quoi. Enfin, qui est toujours Ouais. aujourd'hui, mais qui s'est créé en porte-à-faux de Wizard of the Coast. Bah là, tu vas avoir une génération cinquième qui, je pense, va se créer en porte-à-faux de Wizard of the Coast, quoi. Mais ouais, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que ça donnera dans 5 ans quand la direction aura changé et est-ce qu'il n'y en a pas un qui va se dire on va faire pareil sans demander leur Et, avis aux gars qui travaillent sur le jeu 3 étages plus bas, quoi. et ben, je pense que si, parce que mine de rien, c'est quand même la version 2.0 de ce qu'ils avaient fait avec des D4, hein, mine de rien. Mais Ça ressemble fort, hein. Donc ça va être un cycle. Alors ça va dépendre. En vrai, ça peut dépendre de comment marche 1DD. Et on va se laisser là-dessus. On verra ce que l'avenir nous réserve.